Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Je poursuis avec ma livraison d'avis lecture. On va être exclusivement sur de la science-fiction. Je poursuis avec un autre titre, Provenance d'Anne Leckie, que j'ai enfin sorti de ma palle. C'est un roman qui se déroule dans le même univers que La Justice de Lancière de la même autrice, qui est un vaste univers avec plusieurs planètes et plusieurs races qui coexistent. Et donc ce roman peut se lire de façon tout à fait indépendante. Et c'est marrant parce que j'ai eu du mal, hein. Franchement j'ai eu du mal au début avec ce bouquin. Et puis au final, quand je l'ai refermé, je me suis rendu compte que j'avais le sourire, et quand j'y repense, je me rends compte que c'était quand même un moment de lecture bien agréable. J'avoue que j'ai été assez surprise et j'ai été un peu désarçonnée, je pense, au début, parce que je m'attendais, je sais pas, de par le pitch en fait, je m'attendais franchement à un récit d'aventure, vraiment un truc, vous voyez, très space opéra en fait, dans le sens un peu classique du terme. Et en fait pas du tout, c'est plutôt vraiment un récit d'intrigue politique entre différentes factions, puisque dans ce livre on va suivre Ingray. Ingray qui est une jeune femme dont la mère est une des figures en fait politiques les plus importantes de sa planète. Et Ingray, le truc c'est que elle est en fait prise dans une sorte de rivalité avec son frère, dans laquelle chacun cherche en fait à prouver qu'il est le plus digne de prendre la succession de leur mère, de reprendre ses fonctions. Mais quand l'histoire commence, faut savoir qu'Ingray, elle joue quand même un petit peu à ce jeu, mais franchement sans grande conviction. Elle est vraiment persuadée en fait que son frère est complètement indétrônable, et elle cherche juste en fait à prouver à sa mère qu'elle a quand même aussi un petit peu de valeur. Au début de l'histoire, elle a un petit peu pris son courage à deux mains, Ingray, et elle a investi littéralement toutes ses économies dans un stratagème pour voilà, briller un petit peu devant sa mère et faire les pieds à son frère. Et la première étape de ce stratagème, c'est de faire sortir quelqu'un de prison. Sauf qu'en fait, ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout, c'est que en libérant cette personne, elle va mettre en fait le doigt dans l'engrenage d'enjeux qui la dépassent largement, et concrètement, bah, elle va se mettre un peu dans le pétrin, quoi. Je le précise parce que c'est toujours agréable à savoir, à noter. C'est un roman dans lequel il y a de très bonnes représentations. On a un personnage non-binaire, on a une relation homosexuelle par exemple. Donc voilà, autant le souligner. On va suivre en fait Ingray et comment bah voilà, elle va essayer de se sortir de cette situation, comment elle va rencontrer aussi d'autres personnages, et elle va, on va dire, travailler un petit peu avec eux pour s'en sortir, mais en même temps elle les connaît pas complètement, et en même temps ils créent des liens, etc. J'avoue que j'ai parfois eu un petit peu de mal avec l'auto-apitoiement du personnage principal d'Ingray. Vraiment, Ingray, elle est en plein syndrome de l'imposteur. Elle n'a pas du tout confiance en elle. Et je comprends en fait que ce soit une thématique importante, que ce soit quelque chose qui est voulu mettre en avant l'autrice, mais en même temps on insiste vraiment beaucoup dessus, alors que juste en fait c'est manifeste que qu'elle a des qualités, Ingray, qu'elle a vraiment des grandes qualités, mais que juste elle les voit pas elle-même, quoi. Après franchement, j'ai trouvé que vraiment l'autrice développait super bien la psychologie de son personnage principal, et j'ai trouvé ça positif au final, parce qu'on est vraiment sur une héroïne qui doute, qui a peur, qui est pas sûre d'elle, qui rate des fois, qui se plante. Ça donne, je trouve, vraiment une autre dimension
au moment où elle fait preuve de courage dans l'histoire, et Dieu sait en fait si elle fait preuve de courage et qu'elle va vivre des situations pas forcément faciles. Et c'est aussi d'autant plus émouvant quand elle décide en fait de se jeter à l'eau et de faire confiance à d'autres personnes, alors que franchement elle n'a pas la garantie à ce moment-là que les choses vont forcément tourner de la bonne façon. Au final, en fait, ça la rend assez attachante, tout comme d'ailleurs les personnages secondaires qui sont assez hauts en couleur, particuliers et crédibles, parce que franchement, ils sont très loin d'être déjà vus. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que le dénouement final concernant Ingray est franchement archi prévisible. Mais en même temps, ça n'empêche pas de passer un bon moment et de prendre plaisir en fait à la suivre. On est attendri par la relation qu'elle va développer avec les autres personnages et au final on est quand même surpris par la manière en fait dont les intrigues en fait arrivent à se résoudre. Par ailleurs, et ça je trouve que c'est quand même quelque chose à noter en science-fiction, c'est quand même un roman où même s'il se passe des choses sérieuses, il y a quand même pas mal de touches d'humour, parce que notamment Ingray, elle a ce côté un petit peu héroïne malgré elle. Elle se met dans des situations pas possibles et elle arrive à s'en sortir, tu sais pas trop comment. Enfin si, en vrai, parce qu'elle a des bonnes idées, des idées improbables, mais des idées. Il y a plusieurs fois des quiproquos qui sont assez drôles, des situations bien cocasses. C'est un roman de science-fiction qui passe très très bien et qui est pas finalement méga prise de tête. Pour moi c'est pas un incontournable, mais c'est franchement une chouette lecture si vous avez envie en fait voilà de ce côté un petit peu intrigue et manipulation dans un univers de science-fiction, avec une grosse part en fait à accorder à la thématique de le fait d'apprendre à se faire confiance à soi-même, d'apprendre à nouer aussi des relations avec les autres, et ben c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je continue et le livre qui va se classer en numéro 2 de cette série d'Avis Lecture, c'est une nouveauté parue donc récemment aux éditions La Talente. Il s'agit du 3e tome de la saga Les Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko, donc un couple d'auteurs ukrainiens. Le tome 3, donc après Vita Nostra qui était le premier tome et Numérique qui était le 2e tome, et qui est donc officiellement le dernier volume qui clôture cette trilogie des Métamorphoses. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien vers les vidéos avis lecture où vous pouvez retrouver mon avis sur les 2 premiers tomes. J'adore globalement ce que font les Diatchenko et ce 3e tome n'a pas échappé à cette règle. Le premier point en fait que j'ai envie de souligner d'emblée, c'est que comme les 2 premiers livres, l'introduction est excellente. Voilà, je trouve que les Diatchenko excellent dans le fait de proposer une entrée dans leur univers très accrocheuse. À chaque fois, c'est un peu déconnecté en fait de ce qui va se passer après, mais ce qui est génial en fait, c'est que du coup, c'est un moment qui est rempli en fait d'étrangeté et d'interrogation sur ce qui va arriver finalement au personnage principal dans la suite du récit. Et en fait vraiment le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est de vous recommander en fait de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de ne pas lire la 4e de couverture de ces livres et de juste vous plonger dedans sans connaître finalement la teneur principale du récit. Parce que du coup, vous allez vraiment être confronté à la bizarrerie, en fait, à chaque fois des premières scènes de ces romans. Et en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, vous allez vraiment vivre une expérience très immersive parce que vous allez être confronté finalement aux mêmes doutes et incertitudes qu'à chaque fois les personnages principaux qui ne savent pas en fait, qui sont en train de vivre un truc juste super étrange et qui ne savent pas ce qui les attend.
Donc, juste pour vous dire, je vais continuer en fait en vous donnant une idée de l'intrigue de ce livre, mais si vraiment vous voulez vivre l'expérience jusqu'au bout et ne pas du tout être spoilé, je vous propose en fait de skipper et d'aller au prochain timecode, comme ça voilà, vraiment vous pouvez y aller à l'aveugle. Mais pour ceux qui ont envie donc d'en savoir un peu plus, dans cette histoire donc on va suivre un personnage qui s'autodésigne sous le nom de Crocodile, mais dont le nom dans la véritable vie est Andrei, je crois. Dans les premières pages, en fait, on comprend qu'il est en train de marcher dans la rue, et d'un coup il se passe quelque chose d'un petit peu bizarre, et il se retrouve propulsé dans un bureau. Il comprend pas trop où il est et ce qui est en train de se passer. Il va se retrouver en fait en face d'une personne qui a l'air d'être un espèce de fonctionnaire, enfin ou en tout cas quelqu'un qui travaille ici. Et là cette personne va faire son travail, c'est-à-dire qu'elle va montrer en fait donc à Crocodile slash Andrei un enregistrement où il va se voir lui-même donc en vidéo, qui dit à son moi en fait du présent qu'il a décidé de quitter la Terre parce qu'il a plus rien à faire ici et que donc ce qui est en train de se passer est totalement normal et qu'il a plus qu'à aller vers la suite finalement. Et là, comment on va dire, on va l'appeler le fonctionnaire, hein, va expliquer donc à notre héros que compte tenu de son profil, pour vous la faire courte, il a deux options de monde possibles où il peut aller. Et rapidement, donc il lui donne le choix entre un premier monde qui a l'air d'être un peu plus futuriste, un peu plus urbain, et un autre monde qui lui décrit comme étant beaucoup plus naturel, avec une nature beaucoup plus préservée, où la société, on va dire, est un petit peu plus accueillante, et notamment où il va y avoir en fait une sorte de, encore une fois, de minimum en fait vital fourni à tous, y compris à lui, lui qui va donc être un migrant venu d'ailleurs, qui va venir habiter sur cette planète. Crocodile va choisir le deuxième monde, donc qui s'appelle Ra, et on va donc le suivre dans sa vie et sa découverte de ce nouveau monde en fait, totalement différent de la Terre. Il va être complètement pris en charge hein, en tant que migrant, pas de problème, il peut, comment dire, avoir un toit, être nourri, se déplacer, enfin faire plein de choses, et il va rapidement comprendre qu'il peut continuer à vivre comme ça, ou accepter une épreuve, entre guillemets, qui lui permettrait d'avoir un statut différent sur cette planète. Alors par défaut, les habitants de cette planète n'ont pas forcément ce statut, mais par contre, ils passent tous cette épreuve à l'adolescence, et c'est cette épreuve en fait qui va déterminer s'ils vont avoir ce statut de citoyen particulier, le statut de citoyen en fait, et tout ça, ça va commencer à intriguer Crocodile et il va commencer en fait à se poser des questions sur ok, qu'est-ce qui va être différent finalement si je me confronte vraiment à cette épreuve ou pas, et qu'est-ce qui va être différent en fait si je choisis un statut ou l'autre. Ce que je voulais dire également, c'est que j'ai trouvé que les échos thématiques avec Vita Nostra étaient plus évidents que pour le deuxième tome, donc numérique, qui est, alors, pour lequel il y a des points communs aussi, mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait là des points communs assez manifestes entre Migrants et Vita Nostra. Il y a même à certains moments, je trouve, des motifs, on a l'impression, qui reviennent de façon un petit peu troublante. Je pense notamment au fait qu'il y ait au passage en fait avec des pièces dans les deux dans les deux livres, parce que graphiquement voilà, il y a quelque chose qui est quand même assez proche. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement si vous l'avez remarqué comme moi, on peut en parler en commentaire. Le point commun en fait que je vois finalement entre ces trois récits, qui par ailleurs sont très différents hein, et se déroulent dans des univers complètement différents, c'est qu'on retrouve toujours la notion d'épreuve, de rite d'initiation un petit peu, et de compétition, souvent finalement entre des jeunes gens en fait, des adolescents. Et honnêtement, je pense que c'est pas complètement un hasard, parce que quand vous pensez en fait à la phrase qui a inspiré cette trilogie,
Donc la phrase latine qui est Vita nostra brevi est, brevi et finitur, je crois, je suis pas certaine que je le dis bien, je ne suis pas latiniste pour information. Cette phrase donc ça fait référence à un hymne en latin qui traditionnellement est utilisé dans les milieux universitaires ou scolaires, particulièrement en Europe, si j'ai bien compris. C'est une sorte de poème, de chanson qui va être déclamé par les étudiants et qui, de ce que j'ai bien compris, a un sens en fait assez ambigu parce que ce sont des paroles qui soulignent à la fois le fait qu'il faut étudier et que donc il faut faire des efforts et que c'est dur et qu'en même temps il faut un petit peu profiter des plaisirs, comment dire, des plaisirs de la vie et aussi de toute l'expérience, on va dire un peu, je sais pas, un peu fun en fait qu'offre cette période des études, puisque la vie est courte et que on va tous finir par mourir, ce qui est le sens donc de la phrase Vita nostra brevi est, brevi finitur. Notre vie est brève, elle finira bientôt. Il y a un espèce en fait de double sens autour de ça et autour de ce qu'est la vie et plus particulièrement la jeunesse, avec cette idée que voilà, c'est à la fois un moment finalement où il faut en fait je sais pas comment dire, mais se challenger et où ça va être dur, ce moment en fait de passage à l'âge adulte, de passage à un autre niveau, à un autre statut, et en même temps, pourtant, ça devrait être un moment où, entre guillemets, bon, on profite un petit peu de la vie. Et j'ai trouvé, en fait, que si on se focalise, en fait, sur ce thème, Migrant joue bien son rôle de tome de clôture, puisque dans celui-ci, contrairement à Vita Nostra et Numérique, où on suivait justement des personnages assez jeunes, hein, des adolescents, cette fois-ci, en fait, on va suivre un homme adulte qui va se retrouver en fait aux côtés de jeunes gens, et on va le voir justement s'interroger sur le bien fondé en fait de ce système qui encourage les jeunes à se mettre à l'épreuve, à se sacrifier, mais vraiment en fait dans des formes extrêmes, dans des formes extrêmement violentes, voilà, à repousser les limites d'eux-mêmes, mais à des points. Il y a vraiment quelque chose en fait dans cette trilogie autour du dépassement de soi, du dépassement de soi-même, et de à quel point c'est à la fois impressionnant et à quel point des fois ça peut aller trop loin ou pas. La réponse à ces questions est pas manichéenne en fait, et pas forcément la même dans les différents livres. Et il y a quelque chose qui tourne aussi autour du rapport à la réalité, de où sont les frontières de la réalité, à quel point elles peuvent être repoussées, etc. Mais ça, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que ça fait partie des choses agréables en fait à découvrir. Je voulais aussi juste le dire, je pense que rien que le titre de ce roman Migrant est quand même assez parlant. C'est probablement le tome de la trilogie qui a une thématique en fait la plus directement en prise avec encore une fois notre monde et notre société, puisque vous allez en fait au détour donc de cette intrigue avoir toute une interrogation sur le statut et les conditions de vie des migrants dans une société d'accueil. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre se pose la question de ok, mais en fait, même si on les accueille bien et on leur donne en fait de bonnes conditions matérielles de vie, qu'est-ce qu'on fait en fait pour aller plus loin? Et du coup, il y a toute une interrogation aussi sur ce que c'est finalement que la citoyenneté. Voilà, c'est quoi en fait le fait d'être citoyen d'un monde, d'un univers. Donc des choses très très intéressantes de ce côté-là, et encore une fois traitées quand même avec de la subtilité. Tout ça fait que si je devais classer les tomes de la trilogie, je pense que Vita Nostra reste tout en haut du podium, parce que je ne me remettrai jamais de la claque qu'a été Vita Nostra, mais sachez que je mettrai Migrant en deuxième position, très clairement et de loin, et que je mettrai probablement le tome 2, donc Numérique, en dernier.
Donc voilà, pour ceux qui ont déjà lu le premier ou le deuxième tome de cette trilogie, sachez que je ne pense pas que vous serez déçus par la suite, sauf si vous cherchez vraiment à retrouver l'univers et l'ambiance de Vita Nostra, parce que, et encore une fois, j'insiste, c'est une série dont l'ambiance, les sujets abordés sont assez différents, sont complètement en fait différents d'un tome à l'autre. Mais par contre, et je l'ai mentionné dans ma vidéo sur les sagas que je pourrais peut-être vous mettre, comment dire, en lien, sachez qu'il existe un tome 2 de Vita Nostra qui en fait est une sorte de spin-off, je pense, par rapport au reste de la saga Métamorphose, qui n'a pas encore été traduit en français et qui s'appelle Assassins of Reality. Donc si vous voulez en fait vraiment rester dans la suite, dans la continuité de Vita Nostra, c'est aussi possible, mais pour le moment uniquement en anglais. Et on va terminer avec, je pense, un livre qui peut se classer sans problème dans les classiques de la SF. Il s'agit du roman Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin. Le Guin, voilà, je vous laisse le dire à la manière qui vous convient le mieux. Ce roman est un tome de son cycle de Heine, qui est parfois aussi appelé le cycle de l'écumène, qui est un cycle de science-fiction dont tous les tomes, à ma connaissance, se déroulent dans un univers commun, mais peuvent vraiment se lire de façon complètement indépendante. Chaque tome se déroule dans un endroit différent, je pense même parfois à une époque complètement différente. De mon côté, juste pour vous dire, je commence en fait à avoir lu pas mal de bouquins d'Ursula Le Guin. Pour ce cycle, c'est le deuxième que je lis après La main gauche de la nuit, que j'avais adoré au passage. Je serais curieuse de savoir en fait c'est quoi finalement la valeur ajoutée d'avoir lu toute la saga, et est-ce que on comprend vraiment des choses sur l'univers? Est-ce que ça a vraiment une fin, entre guillemets, aussi du coup? Parce qu'à ma connaissance, le dernier tome, c'est pas spécialement un regroupement en fait de toutes les problématiques. Donc franchement, si vous avez tout lu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi ça me sera super utile et ça sera peut-être utile à d'autres personnes. Dans Les Dépossédés, on va suivre deux mondes, une planète qui s'appelle Uras et ce qui est en fait sa lune qui s'appelle Anarès. Uras, c'est en fait la planète d'origine, entre guillemets, et à un moment dans l'histoire, il y a certains habitants de cette planète qui ont décidé de partir et qui sont donc partis sur la Lune, sur Anarès, pour la rendre habitable et y vivre et y rester. Les deux mondes ont beau être du coup géographiquement très proches. Quand démarre cette histoire, ils n'ont en fait quasiment aucune relation. Plus exactement, ils ont des rapports très limités. En gros, quelques fois par an, il y a une navette venue d'Uras qui se pose sur Anarès pour livrer des ressources principalement agricoles et alimentaires, et qui repart d'Anarès vers Uras avec cette fois-ci plutôt des ressources minières. Mais à part ça, il faut bien se dire qu'il n'y a aucune communication entre Uras et Anarès, et que les deux mondes ont une vision franchement très négative en fait l'un de l'autre. Il faut aussi vous dire qu'Uras, donc la planète d'origine, c'est vraiment une planète très fertile, très propice à la vie, alors que Anarès, donc la lune, c'est vraiment un monde très hostile. En l'occurrence, il est extrêmement aride. Quasiment rien ne pousse, donc il y a quasiment aucune flore. Il y a genre une espèce d'arbre qui s'appelle les holums, je crois, mais genre c'est tout. Et ils font quasiment tout à partir de ça, genre ça c'est utilisé pour l'alimentation, pour le textile, enfin pour plein de choses. Et sur Anarès, il n'y a pas non plus de faune, en fait, pour ainsi dire. Donc il n'y a pas d'animaux. Mais surtout, et c'est le point qui, joue dans, comme je vous le disais, cette mauvaise opinion que les deux mondes peuvent avoir l'un de l'autre, ce sont en fait des écosystèmes politiques et sociétals très différents, puisque Uras, c'est vraiment une société
capitaliste dans un sens très fort, alors qu'Anarès, c'est une société anarchiste dans lequel il n'y a pas d'État, pas de gouvernement, et il n'y a pas non plus de notion de propriété individuelle. Dans ce livre, on va suivre un personnage masculin en l'occurrence qui s'appelle Shevek, qui est originaire d'Anarès, qui est scientifique. Plus exactement, il est physicien. Et le roman va avoir en fait un rythme assez particulier. Il va y avoir une ligne donc temporelle où on va suivre en fait Shevek de son enfance à l'âge adulte sur Anarès. Et il va donc y avoir en alternance une autre ligne temporelle où cette fois-ci on va suivre Shevek plus tard, au moment où en fait il est parti d'Anarès pour visiter Uras. Déjà, quand je vous en parle comme ça, je pense que vous comprenez assez facilement que c'est probablement le roman le plus politique d'Ursula K. Le Guin. Donc c'est vraiment un roman qui nous invite à nous poser plein de questions sur différents modèles finalement de société, puisque on va en fait découvrir un petit peu le fonctionnement donc d'Anarès avec Shevek au fur et à mesure qu'il grandit, et quand ensuite il va se rendre sur Uras, on va le suivre et voir comment il est, entre guillemets, il est choqué et il est étonné du fonctionnement sur Uras. Shevek, il va à la fois, comment dire, être horrifié par certaines choses sur Uras, mais trouver aussi qu'il y a certaines choses qui sont agréables, et rétrospectivement, ça va le faire se poser des questions sur son monde d'origine. Toute cette réflexion, en fait, qui est présentée par l'autrice, n'est absolument pas manichéenne. Finalement, du côté d'Uras, on va peut-être être moins surpris parce que les travers qu'on va retrouver sur Uras, ça va être en fait les travers d'une société capitaliste qui nous sont peut-être davantage communs, enfin avec lequel on est peut-être davantage familier. Ce qui va être intéressant en fait, c'est qu'en tant que lecteur, je pense qu'on va être assez tenté par le modèle d'Anarès qui en apparence en fait favorise beaucoup plus l'égalité entre toutes les personnes. Il y a pas de différence de traitement par exemple entre les hommes et les femmes dans cette société. La vie, on va dire personnelle, est régie par beaucoup moins d'impératifs, la vie notamment amoureuse, sexuelle, etc. Le rapport aux enfants aussi est différent parce que les enfants en fait sont élevés plutôt par la collectivité. La société en fait prend vraiment en charge les enfants, et les enfants entre guillemets restent beaucoup moins à la propriété de leurs parents uniquement. Il n'y a pas du tout le même rapport, la même conception du travail. Il y a une vraie volonté en fait de fournir en fait un minimum vital à toutes les personnes. C'est une organisation encore une fois complètement différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ursula K. Le Guin arrive à nous pointer le fait que ça va aussi être finalement un modèle imparfait, avec finalement certains facteurs qui font que les gens sont pas toujours si heureux et si épanouis que ça. Enfin voilà, je sais pas si j'en parle correctement, mais c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi toute une réflexion sur le rapport en fait entre le modèle de société et l'environnement naturel. Et Shevek en fait plusieurs fois se fait l'observation que finalement c'est pas un hasard en fait si Uras ça fonctionne comme ça sur un monde qui est très fertile, et Anarès fonctionne de telle manière sur une colonie où faire en sorte que ce soit vivable en fait pour les habitants, ça n'a pas été si simple que ça, et où les gens sont finalement obligés un petit peu de se serrer les coudes s'ils veulent en fait pouvoir subsister tout simplement. Évidemment, le fait que les choses soient aussi bien traitée, décrite, je pense que c'est pas étranger au bagage en fait d'Ursula K. Le Guin, qui avait en fait toutes ses connaissances de base, je pense, en anthropologie, en sociologie, donc je pense qu'elle a une approche qui nourrit naturellement en fait ce genre de réflexion. C'est pas forcément un roman qui est haletant, où vous allez attendre le prochain rebondissement, vous allez attendre la résolution finale, etc. Je dirais que vous pouvez peut-être passer votre chemin si vous cherchez juste
un bon divertissement de SF ou si vous avez envie de, je sais pas, beaucoup d'action par exemple, ou de l'aventure ou quelque chose comme ça, si vous avez aussi envie d'un récit avec une grosse galerie de personnages différents, parce que là c'est pas le cas quand même, c'est quand même assez resserré. Mais par contre, si vous avez envie à ce moment-là de lire de la SF pour, encore une fois, vous questionner sur comment fonctionnent nos sociétés, qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être pire, vraiment je pense que vous ne pouvez pas passer à côté des Dépossédés, c'est pas pour rien que c'est un classique, et voilà, et donc je vous le recommande. Je sais pas si j'arrive en fait à transmettre mon enthousiasme, mais en fait Ursula K. Le Guin, à chaque fois que je lis quelque chose d'elle, elle ne cesse jamais de m'impressionner toujours plus. Elle est à l'aise sur des genres, des types de récits complètement différents, parce que franchement quand on voit ça par rapport, je sais pas, à Terre-Mère, par rapport à Lavinia, que j'avais aussi lu d'elle, elle a aussi écrit des nouvelles. C'est tellement différent et pourtant elle y arrive mais tellement bien. En fait, c'est bluffant. Si vous n'avez jamais lu Ursula K. Le Guin, mais je ne peux que vous conseiller d'y aller. Franchement, ça n'a pas vieilli, donc foncez. Coucou, c'est là Loli du montage qui s'adresse à vous. Malheureusement, j'ai réalisé que j'avais perdu le dernier rush, c'est-à-dire le moment où je clôturais cette vidéo. Du coup, je la refilme ici. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Vous savez que voilà, j'aime prendre mon temps pour les avis lecture. Dites-moi si vous avez trouvé que c'était la bonne balance entre voilà, développement, intérêt pour vous et longueur. N'hésitez pas à me le dire, je me vexerai pas. Je fais ça pour vous aussi. Sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!